Toujours dans le cadre de notre tour de France des élections municipales, TV Liberté s'est rendu à Béziers où le maire sortant Robert Ménard est en lice pour un second mandat. Depuis une semaine, la frontière gréco-turque est prise d'assaut par des milliers de clandestins. Face à cette situation sous haute tension, les autorités helléniques tentent de résister tant bien que mal alors que l'Union européenne brille par son inaction. Pour lutter contre la prolifération des plantes envahissantes dans les calanques marseillaises, les campagnes d'arrachage se multiplient, des montagnes vertes de déchets recyclés en textile. Madame, Monsieur, bonsoir. Robert Ménard brigue un second mandat. TV Liberté s'est rendu à Béziers à la rencontre des Biterrois et de leur maire sortant. Favori dans les sondages, Robert Ménard aura tout de même fort à faire pour conserver son fauteuil. Béziers est une commune française située dans le département de l'Hérault, en région Occitanie. Il pourrait s'agir de la plus ancienne ville de France, avant Marseille. Avec un peu moins de 80 000 habitants en 2017, Béziers est la deuxième ville du département, après Montpellier. Ses habitants sont appelés les Biterrois, et nous sommes allés à leur rencontre en cette période d'élection municipale. Ils nous ont parlé de leur ville et de leur maire, Robert Ménard. La ville est plus propre depuis qu'il est passé. Ouais. On voit une évolution positive. Il a beaucoup valorisé la ville. Tout a changé de 100%. Moi, j'en ai connu 5 maires, et 5 maires n'avaient absolument rien fait pour la ville de Béziers. Là, la place, là. Oui. Elle a évolué, la place, là. Et bien, la place n'était pas comme ça, il n'y avait rien. Et à tout, il a fait les façades aussi. Il n'y a pas que la place. Par rapport à Narbonne, on m'a dit que c'était très cher à Béziers. Mais il y a des problèmes avec le parking. Ah oui. Et ouais, il faut payer. Et les gens, ils trouvent qu'une demi-heure, c'est pas suffisant. Ils se font rattraper tout le temps. Ils avaient l'habitude du parking aérien qu'il y avait avant. C'est vrai que ça handicape. Dans son bureau, entre deux dossiers, Robert Ménard nous donne quelques aspects de son bilan politique. Je crois qu'au niveau des places, de l'espace public, des rues, des façades, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est ce qui saute aux yeux. Ici, on a une population pauvre et on a mis en place ce qui est la plus grande mutuelle municipale en France, qui permet à plusieurs milliers de personnes, entre 4 et 5 000 personnes, de bénéficier de tarifs de mutuelles moins chers. Or, c'est très important. Vous savez, quand vous n'avez plus d'argent, la première chose que vous faites sauter, c'est la mutuelle. Jamais ils ont été aussi fiers de leur ville. Et on gagne un combat pour une ville avec les gens. C'est pas la mairie qui fait tout. La mairie, elle offre un cadre, elle modifie un certain nombre de choses, mais après, c'est l'initiative de chacun. Et cette initiative, elle ne vient que quand vous êtes fier de votre ville et que vous êtes prêt à parier sur votre ville. Et je crois qu'aujourd'hui, les Biterrois sont prêts à parier sur l'avenir de cette ville. Si la politique du maire est appréciée parmi les habitants que nous avons rencontrés, qu'en est-il pour les coups de communication retentissants qui a fait parler de Béziers et de son maire ces dernières années? Moi, je pense que c'est un peu culotté. Je trouve que c'est un peu culotté, que c'est un peu osé. Mais après, chaque personne a sa façon de penser. Lui, il ose l'exprimer, c'est tout. Des fois, il faut savoir choquer pour pouvoir rentrer dans la mémoire et pour peut-être faire bouger les choses. Un monsieur a quand même été fondateur de Reporters sans frontières, il me semble. Donc bon, je crois qu'on a un petit peu trop rien à lui apprendre à la matière. Avec certains gauchistes, il faudra peut-être bien de prendre exemple, on va dire ça comme ça. Ouais, non, on saute sur n'importe qui. Dès qu'il y a un petit quelque chose, on le monte en épingle. Et là, moi, à mon avis, faut pas trop en tenir compte. Quand les journalistes n'ont rien à se mettre sous la main, ils le prennent de suite. J'ai vu un reportage la dernière fois, il avait jeté des immigrés de leur logement. Tout ça parce qu'ils ne payaient pas leur logement. Et je trouve ça se fait pas, c'est pas très sympa. Pour TV Liberté, Robert Ménard nous a confié et regretté certains de ses coups de communication. Et il nous explique pourquoi. Parce que la politique, c'est un style, parce qu'un homme, c'est un style, comme disait quelqu'un. Pour toutes ces raisons-là, je pense qu'on a eu raison de le faire. Avec des excès de temps en temps. Avec des excès, il y a des affiches que je ne referai pas. Aujourd'hui, le temps a changé. J'ai plus besoin d'affirmer ça. Je prends la mesure des choses. J'ai fait des bêtises, des conneries, je ne les referai pas. À la fin de notre entretien, nous lui avons demandé quelles étaient ses ambitions. Comment il se projetait, lui, politiquement. Si je suis élu, je finirai mon mandat, j'aurai 73 ans. Je ne suis pas l'avenir de la ville. Je suis celui qui, je l'espère, aura remis la ville sur de bons rails. Mais après, il faut d'autres gens, et des gens par définition plus jeunes. D'où une liste très rajeunie. J'espère demain qu'on va gagner l'agglo. Vous savez, ce sera la première agglomération dirigée par des gens de notre sensibilité, de cette sensibilité de la droite, si vous voulez, d'une certaine manière. Et puis peut-être, pourquoi pas, demain, le département ou la région. On est en train de conquérir la France à partir de la base. On le fera loin des partis politiques, de tous les partis politiques, en s'appuyant sur les peuples. Je suis un maire populiste.
Avec une vision populiste de droite assumée, avec ses soutiens, Robert Ménard souhaite renouveler et agrandir son champ d'action politique. Son style et sa gestion lui ont permis de devenir une personnalité centrale pour les habitants de Béziers. Lors de la prochaine élection municipale, les Biterrois et les Biterroises confirmeront ou non leur souhait de donner un second mandat à Robert Ménard. La Grèce ne craque pas. Depuis une semaine, des milliers de clandestins campent à la frontière gréco-turque après la décision du président turc Recep Tayyip Erdogan d'ouvrir les vannes migratoires. 7 jours sous très haute tension. La Grèce plie mais ne rompt pas. Voilà maintenant une semaine que la frontière gréco-turque est prise d'assaut par des milliers de clandestins. Une semaine que les autorités grecques tentent de repousser tant bien que mal les multiples tentatives de passage en force sur le territoire européen. Depuis l'annonce samedi dernier par le président turc de l'ouverture de la frontière terrestre entre son pays et la Grèce, porte d'entrée dans l'Europe, des Grecs s'organisent pour soutenir leur armée et empêcher les migrants de franchir le fleuve qui sépare les deux pays. Une mission loin d'être aisée, des heurts éclatent chaque jour, des clandestins lançant des pierres en direction des policiers grecs qui tirent des grenades lacrymogènes pour les repousser. Des arrivées terrestres, mais également maritimes. Des clandestins tentent de rejoindre les différentes îles grecques et notamment celle de Lesbos, déjà largement mise à contribution. Face à cet afflux permanent, les habitants, à bout de souffle, se mobilisent. Pour éviter une escalade des tensions, un bateau grec est arrivé sur place pour recenser les arrivées de clandestins et les transférer. Du côté du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, on ne peut que constater les dégâts. This boat has just arrived now. It's meant to eventually host the new arrivals that came during the weekend. I'm not informed yet about what is the plan of the authorities regarding whether they will be staying or they will be departing. The island has a capacity for 5,000 people. Now we have 19,800, which is resulting also on a very heavy burden on the island, and we have seen increased frustrations and anxiety from the local community. Η διαδικασία με βάση τις εντολές που έχουμε και τις αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ είναι να γίνει καταγραφή, να μην δοθεί δικαίωμα ασύλου και στη συνέχεια θα επιβαστούν στο αρματαγωγό προκειμένου να μεταφερθούν έτσι ώστε να γίνει η διαδικασία όπως προβλέπει της απέλασης του. Ce qui est pudiquement appelé anxiété, frustration par cette salariée de l'ONU est en réalité un cri d'alerte du peuple grec qui paye l'incurie de l'Union européenne et des institutions internationales face au drame migratoire. Un drame à double tranchant pour les déracinés et pour les pays qui subissent les arrivées de clandestins. La Turquie, elle, est bien décidée à faire plier la frontière grecque. Jeudi, Ankara a annoncé le déploiement d'un millier de policiers le long d'un fleuve frontalier avec la Grèce pour empêcher Athènes de repousser les migrants qui essaient de le franchir. De sources gouvernementales grecques, près de 35 000 migrants au total ont été repoussés à la frontière alors que plusieurs centaines ont réussi à passer sur le territoire européen. Une situation difficilement tenable donc pour les autorités helléniques, pas franchement aidées par l'Union européenne. En effet, depuis une semaine, les 27 multiplient les petites déclarations mais l'aide humaine se fait encore attendre. Mercredi, les chefs de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne ont réagi à la menace, accusant la Turquie de chantage aux migrants et promettant de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leurs frontières dans le respect du droit de l'Union européenne et international. En retour, la présidence turque a assuré ne pas considérer les réfugiés comme un moyen de chantage politique. Pas de quoi donc inquiéter outre mesure Recep Tayyip Erdogan, bien décidé à aller au bout de sa manœuvre pour faire pression sur Bruxelles et obtenir soit davantage de moyens financiers pour prendre en charge les migrants, soit un soutien diplomatique à ses visées géopolitiques dans le conflit syrien. Dans ce dossier, seul Vladimir Poutine semble tenir tête à son homologue turc. En se montrant ferme sur le dossier syrien, le président russe a obtenu un cessez-le-feu dans la province d'Idlib lors d'un sommet jeudi à Moscou. Le président russe a donc fait plier Recep Tayyip Erdogan. Dans le même temps, l'Union européenne prouve une nouvelle fois son inaction et sa faiblesse dans les dossiers internationaux. Les Calanques de Marseille luttent contre les envahisseurs. Dans les parcs nationaux, les campagnes d'arrachage de plantes exotiques envahissantes se multiplient. Le but, protéger l'espace naturel et transformer ces montagnes de déchets verts en textiles. Un chantier hors norme dans un milieu extrême. Sur l'île de Jard, dans le parc des Calanques à Marseille, se mène une campagne d'arrachage de plantes exotiques envahissantes. Le figuier de Barbarie, un cactus originaire du Mexique, sévit aujourd'hui sur tout le pourtour méditerranéen.
C'est une plante qui va déranger son environnement, qui va supplanter les autres plantes. Et du coup, on l'enlève pour qu'il n'y ait que les plantes originaires d'ici qui soient sur cette île. Grâce à ces campagnes, le projet Life Habitat Calanque, financé par l'Union européenne, espère voir renaître la biodiversité de ce milieu fragile. Donc ici, on voit une saladelle, Limonium pseudominutum, qui est une des plantes protégées qu'on a cherché vraiment à préserver dans le cadre de ce chantier. Donc on voit bien qu'elle n'a pas été impactée par le chantier. Et derrière moi, on voit une autre plante protégée, qui est la Timélie hirsute, qui est également une plante qui est rare, qui est menacée et qu'on cherche à donner un petit peu d'air grâce à ces arrachages. La plupart des régions du monde sont confrontées aux plantes invasives. Mais leur arrachage génère des déchets dont la gestion est un vrai casse-tête. Les transporter augmente les risques de propagation. Sur cette île, toutefois, impossible de les déplacer, faute de ponton pour faire accoster une barque. Pas d'autre choix que de les laisser pourrir en les couvrant d'une bâche suffisamment solide pour dissuader les goélands. Mais à chaque site, ses solutions. Sur les autres sites sur lesquels on intervient, parce qu'on intervient aussi sur d'autres sites à plat, sur le continent et en falaise sur l'île du Frioul, sur l'archipel du Frioul, là on réfléchit à des solutions de revalorisation. Donc on a plusieurs pistes, soit de la gestion plus classique, on va dire, de l'incinération et de l'enfouissement, et sinon on réfléchit à des pistes de compostage, voire de valorisation en fibre textile ou en matériaux composites. C'est ici, dans l'atelier de la Fondation Louma, à Arles, que ces pistes sont explorées. Le parc des Calanques devrait bientôt y amener des figuiers de Barbarie, mais aussi des agaves. En attendant, cette spécialiste des textiles fait bouillir des renouées du Japon, collectées en Camargue. Et la renouée du Japon, elle nous donne une teinte assez... quand elle est assez concentrée, elle donne des rosés orangés assez intéressants. Et en fait, en faisant des teinture, textile, mais aussi matériaux composites, ici, les mauvaises herbes deviennent matière première. Le but premier de ce projet, c'est de trouver, non pas forcément des substituts, mais en tous les cas des nouvelles matières qui pourraient, pourquoi pas venir remplacer, mais sinon créer des nouvelles qualités en fait, textiles, que ce soit pour les fibres ou pour la couleur, pour développer des tissus évidemment, mais du coup de façon plus soutenable, plus juste et plus écologique. Ces designers s'engagent toutefois à ne fabriquer des objets qu'en édition limitée, pour ne pas créer de demande, car ces ressources sont par définition vouées à disparaître. Mais pas tout de suite. Les agents du parc des Calanques devront repasser pendant 10 ans pour s'assurer d'avoir éradiqué complètement les envahisseurs. Et on retrouve à présent Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Fin d'un marathon à l'Assemblée nationale. Jeudi, l'examen en première lecture de la réforme des retraites s'est achevé après le vote du projet de loi organique qui impose l'équilibre financier du futur système. Ce deuxième volet a été adopté par 98 voix pour et une contre, celle du député non inscrit Emmanuel Ménard. La bataille a donc tourné court. Les députés La France Insoumise, communistes et socialistes avaient quitté l'hémicycle, tout comme les élus, les Républicains. La fin de la première lecture à l'Assemblée nationale ne constitue cependant qu'une étape pour cette réforme. Le Sénat doit s'en emparer au mois d'avril. Gérard Larcher, le président de cette institution, a d'ores et déjà demandé un report de 2 semaines de l'examen du texte afin de pouvoir y intégrer les conclusions de la conférence de financement qui se tient actuellement entre certains partenaires sociaux. Cessez-le-feu à Idlib jeudi lors d'un sommet à Moscou. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont conclu un accord prévoyant un cessez-le-feu dans le nord-ouest de la Syrie en vue de mettre un terme au combat. Selon le texte, la Russie et la Turquie organiseront à partir du 15 mars des patrouilles communes sur une large portion de l'autoroute M4, un axe crucial traversant la région syrienne d'Idlib. Moscou et Ankara ont aussi prévu de mettre en place un couloir de sécurité de 6 km de profondeur de part et d'autre de cette autoroute. Pour l'heure, le cessez-le-feu est entré en vigueur jeudi à minuit. Les États-Unis dans le viseur. Jeudi, la Cour pénale internationale a autorisé en appel l'ouverture
d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Afghanistan, une procédure à laquelle l'administration du président états-unien Donald Trump s'était opposée. Et pour cause, cette enquête doit viser l'ensemble des forces en présence dans le pays et notamment les armées étrangères, dont l'armée américaine et ses services de renseignement. L'enquête vise entre autres des exactions qui auraient été commises par des soldats américains dans le pays. Le procureur est également autorisé à examiner des actes de torture présumés commis par la CIA en Afghanistan, mais également dans d'autres pays tels que la Pologne et la Roumanie, où l'agence américaine a transféré des prisonniers. Ultime mensonge de campagne pour Elizabeth Warren. La candidate démocrate a annoncé qu'elle renonçait à sa candidature alors même qu'elle affirmait il y a encore quelques jours qu'elle irait jusqu'à la convention de juillet. Mise KO lors du Super Tuesday et en 3e position avec seulement 64 délégués contre plus de 500 et 600 pour ses adversaires, la sénatrice du Massachusetts, très marquée à gauche, renonce donc sans pour autant se rallier au candidat socialiste Bernie Sanders qu'elle exècre. Pas très constante, la candidate Warren ne manque cependant pas d'optimisme ou d'humour, puisqu'elle a déclaré devant de jeunes supportrices que ses petites filles vont devoir attendre encore 4 ans pour la voir comme présidente. Naissance de 3 tigres blancs au zoo d'Amnéville en Moselle. Jeudi, la direction du zoo a partagé la bonne nouvelle en présentant les 2 frères Aran et Youn et leur sœur Fouyou sur les réseaux sociaux. Les petits tigres sont nés le 5 janvier dernier et se portent très bien, tout comme leur maman qui continue de s'en occuper. Il ne s'agit pas de tigres albinos, leur robe blanche résulte d'une anomalie génétique due à leur naissance en captivité. Ils devraient être visibles pour le grand public à partir de la mi-mars en fonction des conditions météorologiques. C'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la une, Anne Hidalgo. Et comme chaque jour maintenant, vous pouvez retrouver notre point quotidien sur l'évolution du coronavirus sur YouTube. Ce soir, retrouvez Tête à Clash, Franck Tanguy et ses invités débattent de l'attitude du gouvernement face au coronavirus, du 49.3 pour la réforme des retraites et de la cérémonie des Césars. En Chine, là où donc c'est né, a priori, on a 3000 morts. 3000 morts pour la Chine. C'est-à-dire qu'il y a moins de morts en Chine qu'il y a de morts en France de la grippe chaque année. La Chine, et ça c'est une chose très importante, c'est un phénomène à mon avis historique. La commission d'enquête internationale qui vient de Chine a été épatée. Enfin, ce qu'a fait le gouvernement chinois est extraordinaire. Demain midi, retrouvez le samedi politique. Élise Blaise reçoit Jean-Philippe Tanguy, le porte-parole de Debout la France, pour évoquer la gestion catastrophique de la crise du coronavirus par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Depuis le début, il faut un arbitrage économique. Il faut bien comprendre que dans le système macroniste, mondialiste en général, la vie humaine est une marchandise comme une autre. Donc ça a une valeur financière, ça a une valeur économique. C'est une idéologie profondément inhumaine qui pense que tout a un prix, tout a un coût. Et quand je vois aussi sur les réseaux sociaux, dans certaines communications du gouvernement, dire « Oh bah ça touche que les vieux ». Parce qu'on le voit ça, vous l'avez vu comme tout le monde. « Oh bah c'est pas grave, j'ai même pas de mots pour qualifier ça ». Donc oui, est-ce qu'il fallait interdire les touristes chinois ? Bah oui, c'est difficile. C'est sûr que ça fait des gens pas contents. Ça fait perdre des points LVMH. Non mais voilà, oui c'est grave, il y aura peut-être moins de sacs, effectivement, moins de luxe, la bourse perdra un peu. Bah oui, mais les gens y vivront. Dimanche, Jean-Pierre Mogente vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré à l'exhortation post-synodale du pape François, chère Amazonie. Et dans un instant, retrouvez Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir.
Les derniers chiffres publiés dans un rapport de l'Agence internationale de l'énergie révèlent que les États-Unis arrivent en tête de la baisse d'émissions en CO2 dans le monde. Comment cela est possible, puisque récemment à Davos, Sainte Gaucho Greta attaquait ouvertement les États-Unis pour avoir quitté l'accord de Paris sur le climat. Je cite une phrase de ce fameux rapport récent de l'Agence internationale de l'énergie. Les États-Unis arrivent en tête des réductions d'émissions de CO2 à l'échelle mondiale en 2019, tout en connaissant une croissance économique solide. Cette formulation de l'agence a au moins le mérite d'être claire. Sur les 20 dernières années, et par rapport au pic d'émissions enregistré aux États-Unis en l'an 2000, les émissions américaines ont connu la plus forte baisse absolue de tous les pays au cours de cette période. Sainte Gaucho Greta doit en faire des cauchemars. Pauvre Greta, moi, ça me rend triste qu'elle dorme mal. Je cite encore l'Agence internationale. Une réduction de 15% de l'utilisation du charbon pour la production d'électricité a permis la baisse des émissions globales des États-Unis en 2019. Ça, Greta doit trouver ça mochissime. Si Donald Trump devient écolo, où va-t-on? Au fait, qu'en est-il de la France? En France, on dispose d'un outil fabuleux pour limiter les émissions de CO2. Cela s'appelle le nucléaire. Mais chut, c'est un gros mot. Ça ne plaît pas à Greta. Par ailleurs, l'agence note que la demande globale d'électricité dans notre pays a diminué en raison de la baisse de la demande de climatisation et de chauffage, en raison de la douceur des conditions estivales et hivernales. C'est tout simple, mais il fallait y songer. Le réchauffement climatique entraîne aussi une baisse de la consommation énergétique. Mais ce simple constat d'évidence dépasse les capacités idéologiques de l'ami Greta. En réalité, l'Agence internationale de l'énergie met le doigt là où cela fait mal. 80% de l'augmentation des émissions de CO2 dans le monde proviennent d'Asie. La Chine et l'Inde, qui sont les pays les plus pollueurs au monde, ont toutes deux contribué de manière très lourde à l'augmentation des émissions de CO2. Mais chut, bon, l'AIE, l'Agence internationale pour l'énergie, a beau le dire, Greta n'ira jamais insulter Xi Jinping. Faut pas pousser papy dans les rosiers quand même. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.